Un père veuf de 3 filles sauve une fille apache solitaire d'une grange et change sa vie. La nuit était tombée depuis longtemps, et les gouttes de pluie frappèrent le toit de la grange comme des tambours obsédants. Jacques, un veuf au visage buriné par les ans et le chagrin, rentrait chez lui après avoir vérifié les clôtures de la ferme. Ses 3 filles, Claire, Lucie et Marie, l'attendaient dans la cuisine, les yeux lourds de fatigue. Si vous aimez des histoires aussi émouvantes, aidez-nous à atteindre les 1000 000 abonnés. Cliquez sur s'abonner et partagez pour faire rayonner l'espoir. Soudain, dans le noir, un gémissement faible parvint à ses oreilles. Intrigué, il sortit sa lanterne de sa poche et la braqua vers l'intérieur de la bâtisse délabrée. Là, adossée contre un tas de foin humide, se trouvait une femme. Son visage fin, aux traits dessinés par tant d'épreuves, était marqué de boue et de rougeur. Elle portait des vêtements en lambeaux, étranges pour la région. Un manteau tissé d'un tissu épais, orné de motifs inconnus. Dans ses cheveux noirs, attachés en un chignon serré, on devinait la finesse d'un collier artisanal suspendu à son cou. Sans réfléchir, Jacques s'approcha doucement. « Qui êtes-vous » murmura-t-il. La femme leva le regard, ses yeux foncés reflétant une douleur sourde. Elle secoua la tête, incapable de parler la langue locale. Comprenant qu'elle avait besoin d'aide, Jacques la prit sous son bras et la guida jusqu'à la lumière chaleureuse de la cuisine. Les filles, d'abord surprises, se levèrent précipitamment. Claire, l'aînée, posa la question sur toutes les lèvres. « Papa, c'est qui cette dame ?» Jacques hésita un instant puis répondit « Je l'ai trouvée dans la grange. Elle est blessée et seule. Nous devons la soigner. » Lucie apporta un bol d'eau tiède et des linges propres. Marie, la plus jeune, resta proche, fascinée par la présence étrangère. Ensemble, elles nettoyèrent les plaies de la femme, tandis que Jacques allumait un feu doux. Dans le regard de la jeune étrangère, Jacques reconnut une force tranquille. Malgré la souffrance, elle ne se plaignait pas. D'un geste, elle attrapa la main de Lucie et y posa un petit pendentif en forme de plume, comme un remerciement silencieux. Au petit matin, la grange paraissait encore plus sinistre, les murs de bois rongés par la pluie, le sol jonché de paille détrempée. Jacques s'était réveillé avant l'aube, inquiet du sort de la femme. Il monta les marches grinçantes et la trouva recroquevillée sur un vieux coffre. Son souffle était irrégulier. Chaque mouvement lui coûtait un effort visible. Il eut un pincement au cœur en repensant à son épouse disparue. S'offrir à aider cet inconnu, c'était comme renaître à la compassion qu'il croyait avoir perdue. Il déposa un bol de soupe chaude près d'elle. En approchant la cuillère de ses lèvres, elle effleura doucement la main de Jacques, comme pour le remercier. Les 3 filles observaient la scène depuis l'encadrement de la porte, silencieuses. Claire, 16 ans, remarqua la finesse de son cou et la cicatrice qui courait le long de son épaule gauche. Lucie, 12 ans, se demanda d'où venait ce pendentif en forme de plume. Marie, 10 ans, sentit son cœur se serrer face à la vulnérabilité de la jeune étrangère. Quand le soleil se leva enfin, la grange baigna dans une lumière dorée. Les premières chauves-souris s'envolèrent et le chant des oiseaux vint remplacer le clapotis de la pluie. Jacques décida de nommer la jeune femme Havanokomi, d'après un mot issu de sa langue, signifiant « aube de la liberté ». Les filles répétèrent son nom avec précaution, comme s'il s'agissait d'une mélodie précieuse. Tandis que Claire installait des couvertures propres sur une ancienne paillasse, Lucie et Marie allaient chercher des baies et des herbes médicinales dans le jardin. Havanokomi les regarda préparer un remède simpliste mais réconfortant. Elle esquissa un sourire timide, preuve que la gratitude pouvait traverser toutes les barrières linguistiques. Ce sauvetage, amorcé par une simple rencontre dans la grange, deviendrait le fondement d'une histoire de résilience et de tendresse, où une famille recomposée défierait les préjugés d'une époque troublée. Le soleil du matin perçait à travers les nuages, inondant la cour de la ferme d'une lumière timide. Jacques conduisit Havanokomi à l'arrière de la maison familiale, où une vieille étable servait de remise à outils. Les 3 filles l'avaient déjà décorée de couvertures et de chiffons colorés, transformant l'espace en un refuge provisoire. Claire disposa des coussins sur une paillasse surélevée, tandis que Lucie, armée d'une brochette de fleurs sauvages, improvisait un bouquet pour égayer l'entrée. Marie, elle, fouillait dans un panier à provisions, triant des morceaux de pain rassis et des pommes pour préparer un petit déjeuner frugal. Havanokomi restait silencieuse, observant chaque geste comme un rituel sacré. Quand Claire lui tendit une assiette de bouillie de seigle mélangée avec du lait caillé,
Elle la remercia d'un hochement de tête, ses yeux sombres reflétant une gratitude profonde qui ne nécessitait pas de mots. Jacques, presque intimidé par cette étrangère devenue à la fois invitée et énigme vivante, s'efforçait de poser les bonnes questions. « Comment t'appelles-tu » demanda-t-il doucement. Havanokomi hésita, puis prononça lentement son nouveau nom, comme s'il était un trésor fragile. La répétition gutturale surprit les filles, qui applaudissaient en chœur, ravies de ce premier échange. Après le repas, elle montra qu'elle pouvait marcher sans boiter en appuyant sa main sur l'épaule de Jacques. Une grimace de douleur traversa son visage et il comprit qu'il lui faudrait du temps pour guérir complètement. Il l'emmena dans la grange voisine pour lui apporter des herbes réchauffées qu'il avait fait infuser sous la cendre, selon un remède populaire. En chemin, Lucie glissa un tissu fin dans la main d'Havanokomi. « Tiens, c'est un foulard que maman portait souvent », murmura-t-elle. Le tissu sentait encore la lavande et l'effluve de savon artisanal. La jeune Apache approcha le foulard de son cœur, les sourcils froncés par l'émotion, avant de l'enrouler autour de ses cheveux. Dans la grange, Havanokomi s'assit sur un banc branlant. Jacques répandit les herbes tièdes sur ses plaies et les filles chantonnaient doucement, imitant une berceuse apprise par leur mère. Le contraste des mélodies françaises et des soins exotiques donnait à la scène une dimension presque surréaliste. Deux mondes se rencontraient dans la chaleur d'un geste compatissant. L'après-midi s'écoula en gestes modestes. Claire apprit à Havanokomi à tresser des paniers en osier, tandis que Lucie lui montra comment traire une chèvre. Marie, de son côté, joua à cacher des pommes sous les bottes de la jeune femme, provoquant un petit rire léger, le premier qu'Havanokomi laissa échapper depuis son arrivée. Jacques observait la scène depuis la porte de l'écurie, le cœur serré. Pour la première fois depuis la mort de sa femme, il sentait renaître l'espoir d'une vie de famille unie. Il se surprit à imaginer Havanokomi prenant soin de ses filles, comme si elle avait toujours fait partie de leur existence. Alors que le soleil déclinait, la famille improvisée retourna à la maison. Les filles se précipitèrent derrière leur père, protégeant presque instinctivement Havanokomi des derniers rayons du jour. Ensemble, ils franchirent le seuil, laissant dans l'air le parfum âcre de la paille et l'ombre douce d'un nouveau lien qui se tissait. L'aube suivante apporta un calme presque sacré sur la ferme. Dans la grange transformée en refuge, Havanokomi s'éveilla au chant lointain des coqs. Ses muscles endoloris protestèrent à chaque mouvement, mais elle refusa de rester immobile. Elle se redressa lentement, posa une main sur la poutre de bois et contempla la pièce où trois petites silhouettes dormaient encore paisiblement. Claire, Lucie et Marie formaient un petit cercle de couverture colorée. Leurs cheveux, autrefois tressés par leur mère, étaient désormais emmêlés, et leur respiration régulière dessinait un rythme rassurant. Havanokomi s'approcha avec précaution et, d'un geste appris lors de son enfance dans la réserve, elle dénoua doucement chaque natte, comme pour offrir un soin maternel bienveillant. Ce soin délicat fut interrompu par un claquement de porte. Jacques entra, une cruche de lait frais à la main. « Comment te sens-tu ce matin » demanda-t-il, la voix empreinte d'inquiétude. À son tour, Havanokomi lui adressa un léger hochement de tête, puis, dans un effort, prononça quelques mots. « Doul !» Elle s'arrêta, incapable de trouver la langue. Avec un sourire indulgent, Jacques acquiesça et plaça la cruche près de la paillasse. La journée commença par un rituel de partage. Claire étendit le lait dans 3 bols rustiques, pendant que Marie préparait du pain grillé. Lucie, pour sa part, entreprit de traduire les gestes de Havanokomi auprès de son père. Chaque mot était pesé, chaque phrase répétée avec soin. Bientôt, quelques mots simples naquirent. Eau, pain, merci. Les filles applaudirent, ravies d'amplifier le vocabulaire de leur nouvelle mère. L'après-midi, sous un ciel clair, Havanokomi montra à Claire comment tresser un bracelet d'écorce et de plumes, un talisman de protection. Ses doigts habiles guidaient ceux de la jeune fille, et leur concentration commune créa un lien silencieux. Pendant ce temps, Lucie apprenait à tamiser la farine, découvrant la patience nécessaire à chaque geste. Marie, elle, posait des questions incessantes. « Comment viviez-vous dans votre pays ?» Havanokomi répondit par un sourire mélancolique, suivi d'un simple terre et ciel, pointant du doigt l'horizon et levant les bras vers les nuages. Lorsque le soleil atteignit son zénith, Jacques invita Havanokomi à le suivre près du puits. Il posa la main sur le seau, l'entraîna dans la mécanique du treuil,
puis laissa la jeune Apache prendre le relais. Ce fut une victoire discrète. Elle riait légèrement en sentant la corde glisser entre ses doigts, comme si elle redécouvrait une liberté longtemps oubliée. En fin d'après-midi, les filles se rassemblèrent autour d'une table rustique pour un atelier de peinture improvisé. Claire broda des motifs floraux sur un paravent en bois, tandis que Lucie appliquait des touches de couleur sur des galets lisses. Marie peignit un petit visage souriant sur une pomme, amusant tout le monde. Havanokomi observa, fasciné par cette créativité naïve et spontanée, et accepta timidement un pinceau. Son premier trait fut un cercle peint en ocre sur la paume de sa main, symbole de continuité et d'unité. La journée se conclut par un repas simple, soupe de légumes du potager et galettes de seigle, partagées dans la lumière vacillante d'une bougie unique. Autour de la table, les 4 femmes échangèrent leur premier véritable regard complice. Les mains jointes, elles formèrent un petit cercle de chaleur humaine. Jacques, debout derrière elle, sentit monter une émotion profonde. L'évidence que, peu à peu, Havanokomi devenait la mère dont ses filles avaient désespérément besoin et la fille de cœur qu'ils n'osaient plus espérer. Un silence lourd régnait dans la pièce lorsque la lueur du matin se glissa à travers les volets branlants. Havanokomi, encore enroulée dans le foulard de lavande, observa le feu mourant dans l'âtre tandis que ses pensées dérivaient vers les terres lointaines qu'elle avait quittées. L'odeur âcre de la paille humide lui rappela les nuits passées sous la tente, entourée des murmures de sa tribu. Elle ferma les yeux, et des images affluèrent, les visages familiers, les chants au coin du feu, le regret violent de tout avoir perdu. Dans la cuisine, Jacques préparait silencieusement le petit déjeuner. Le grincement du vieux poêle en fonte accompagnait ses gestes précis. Depuis 6 mois, le souvenir de son épouse défunte, Marie-Louise, hantait chaque recoin de la maison. Il s'arrêta un instant, le doigt figé sur le manche d'une cuillère en bois, en se souvenant de son rire léger et de ses chansons d'antan. Il craignait parfois de briser le fragile équilibre qu'Havanokomi apportait à ses filles, mêlant sa propre peine à la leur. Les 3 filles arrivèrent en courant, impatientes de partager leur nouveau mot, « soleil ». Claire brandissait une planchette improvisée où, à la craie, ils avaient inscrit « soleil » à côté d'un croissant doré. Lucie leur montra comment cela se prononçait, et Havanokomi répéta, hésitante, puis sourit fièrement. Marie sauta dans les bras de sa nouvelle mère, perchée sur la pointe des pieds pour l'embrasser sur la joue. Jacques profita de ce moment pour inviter Havanokomi à le suivre près du vieux puits. Il voulait lui confier un secret. En apprenant son histoire, il avait retrouvé une photo déchirée de sa femme, souriante, tenant ses filles au même âge que Claire, Lucie et Marie. Dans cette image, Marie-Louise portait un foulard similaire à celui qu'Havanokomi avait sur la tête. Jacques sortit la photo de sa veste, la tendit à Havanokomi et dit, la voix tremblante, « C'était ma femme. Elle aimait ce foulard. » Havanokomi sentit un poids se dissoudre dans sa poitrine. Elle caressa délicatement la photographie, puis leva les yeux vers Jacques, comme pour lui dire que la compassion n'avait pas de frontières. D'un geste habituel chez elle, elle posa la main sur son cœur, puis la tendit aux filles, qui imitèrent ce geste de solidarité. L'après-midi, assise sous l'ombre d'un vieux chêne, Havanokomi décida de mêler les récits. Elle raconta par gestes et quelques mots maladroits l'histoire de sa tribu Apache, des longues chevauchées sous un ciel étoilé et de la terre rouge vibrante. Les filles écoutaient, les yeux écarquillés, absorbant chaque détail comme un trésor. Claire posa 1000 questions. Lucie essaya de dessiner les motifs qu'Havanokomi traçait dans la poussière, et Marie s'endormit, la tête posée sur le genou de la jeune femme. Alors que l'ombre grandissait, Jacques les rejoignit avec un panier de pain frais. Ils partagèrent un repas simple, mais riche de confidences et d'émotions. Les rires se mêlèrent aux larmes accueillies sans honte. Dans cet instant suspendu, la douleur du passé et l'espoir du présent fusionnèrent, tissant un nouveau lien entre les cœurs meurtris. La brume matinale enveloppait les collines lorsque Jacques, accompagné d'Havanokomi, se rendit au château du baron pour expliquer la situation. Les fenêtres gothiques, empreintes de gravures anciennes, semblaient observer chacun de leurs pas, tandis que les gardes les toisèrent d'un air suspicieux. Le baron Armand de Clairvaux, homme d'âge mûr au visage sévère et aux moustaches impeccablement taillées, les reçut dans sa grande salle aux boiseries noircies. Ses yeux perçants parcoururent Havanokomi avec une froideur calculée.
Monsieur Delacroix, déclara-t-il d'une voix grave, on me rapporte la présence d'une étrangère sur vos terres. Expliquez-vous. Jacques s'inclina respectueusement. Monseigneur, j'ai trouvé cette femme blessée dans ma grange. Je ne pouvais la laisser mourir. Elle n'est pas une menace pour personne. Le baron plissa les yeux. Une apache dans la campagne française. Vous vous mettez tous en danger. Les rumeurs sur votre ferme vous portent préjudice. Havanokomii resta silencieuse, ses traits dessinant une confiance tranquille. Elle s'avança, posa une main sur son sein et, dans un murmure mesuré, prononça « paix ». Un mot simple porteur d'une force inattendue qui fit tressaillir le baron. Les gardes échangèrent des regards incrédules. Armand se redressa et, d'un geste théâtral, ordonna « Emmenez-les !» En un instant, les gardes s'approchèrent de Jacques et Havanokomii. Mais les filles, Claire, Lucie et Marie, surgirent à travers la porte entrebâillée, brandissant des torches improvisées. « Papa !» cria Claire. « Vous ne pouvez pas emmener maman !» Le baron, surpris par l'audace des enfants, hésita. Havanokomii fit un pas en avant, protégeant instinctivement les filles. Dans ses yeux se lisait une détermination farouche. Elle ne reculerait pas. Jacques intervint. « Le baron, ces 3 jeunes filles ne sont pas orphelines. Leur mère est ici, auprès d'elles. Je vous demande clémence. » Armand, décontenancé, contempla la scène. Une famille unie par un amour fragile mais vrai. Il prit une longue inspiration et déclara d'une voix plus douce. « Très bien, mais je vous préviens, je garderai un œil sur cette ferme et sur vous. La moindre infraction et j'interviendrai sans pitié. » Les gardes s'éloignèrent et le baron, avant de tourner les talons, ajouta « Vous avez jusqu'à demain pour prouver votre loyauté envers la région. » Sur le chemin du retour, Jacques brisa le silence lourd. « Nous avons gagné une bataille, mais la guerre ne fait que commencer. » Havanokomii sourit, et les filles se pressèrent contre elle. Dans le regard de chacun se lisait la même conviction. Ensemble, ils défieraient toute menace, forts de leurs nouveaux liens indestructibles. L'aube se leva sur la ferme avec un ciel peint d'ocre et de rose. Havanokomii, debout près des pommiers en fleurs, surveillait les filles qui couraient joyeusement entre les branches. Claire ramassait des pommes tombées, Lucie filtrait des pétales de fleurs, et Marie, plus réservée, attrapait un oiseau en papier confectionné d'une plume et d'un brin d'herbe. Leur rire formait une mélodie légère qui réchauffait le cœur d'Havanokomii. Jacques les rejoignit, portant un panier plein de fromage frais et de galettes au miel. Il sourit en voyant la complicité grandissante entre la jeune apache et ses filles. « Elle t'adore », dit-il doucement. « Je crois que tu es déjà leur mère. » Havanokomii baissa les yeux, troublée. Depuis son arrivée, elle s'était efforcée de remplir ce rôle sans jamais l'avouer. Mais ce matin, entourée de regards pleins d'affection, elle sentit la responsabilité maternelle l'envahir. Elle prit la main de Claire et l'attira près du banc en bois, invitant les 3 filles à s'asseoir avec elle. Sous le vieux chêne, elles partagèrent le repas. Galettes dorées, morceaux de fromage coulant et quelques fruits acidulés. Les filles racontèrent leurs rêves de la nuit. Claire avait rêvé d'un cheval sauvage traversant la plaine. Lucie d'une rivière scintillante. Marie d'un oiseau migrateur franchissant les montagnes. Havanokomii écouta, puis proposa, en gestes et en mots simples, de les aider à réaliser chacun de ses rêves dans les prochaines semaines. Après le déjeuner, l'heure vint de soigner le petit troupeau de chèvres. Havanokomii montra aux filles comment observer la santé des animaux, vérifier leurs yeux, sentir leur pelage, caresser leurs flancs pour détecter les douleurs. Les mains délicates de Marie se firent expertes sous les conseils attentifs de leur nouvelle mère, et Lucie glissa un bisou sur la tête d'une chèvre noire. Claire, plus entreprenante, aida Havanokomii à traire la plus vieille bête, honorant un rituel familial sacré. Le soleil atteignit son zénith lorsque Jacques rentra avec de bonnes nouvelles. Un voisin avait offert du blé supplémentaire pour les semences, en reconnaissance de l'hospitalité de la famille. Il déclara qu'il viendrait lui-même aider à la moisson. Havanokomii ressentit un immense soulagement. La solidarité de la communauté grandissait grâce à son rôle maternel et aux actions de Jacques. En fin de journée, alors que l'ombre du corps de ferme s'allongeait, Havanokomii retira son foulard pour le tremper dans une bassine d'eau tiède parfumée d'herbe. Les filles l'observaient en silence, comprenant qu'elle participait au rituel du soin. Puis, tour à tour, elles posèrent les mains sur le tissu mouillé, transmettant leur affection silencieuse. Quand la nuit tomba,
La famille improvisée se rassembla autour de la cheminée. Jacques alluma le feu, et Havanokomi entonna, d'une voix douce mais ferme, une prière apprise dans sa tribu. Les flammes dansaient sur les visages attentifs des filles. Quand elle acheva, elles murmurèrent en chœur « Amen ». Ce simple mot, emprunté à leur culture locale, symbolisa la fusion des traditions et scella le lien maternel qui unissait désormais ces âmes éprises de guérison et d'amour. Après le chant, Jacques prit la parole pour proposer un projet. « Demain, nous préparerons un potager avec Havanokomi. Nous y planterons des légumes et des herbes pour toute la saison. » Les filles applaudirent. Ensemble, ils dessinèrent dans la poussière un plan de jardin, rangé de carottes, de laitues, de tournesols. Havanokomi guida leurs doigts pour tracer des motifs de cercles protecteurs autour du plan, symbole de fertilité dans sa tribu. Plus tard, alors que chacun se retirait dans sa chambre, Havanokomi resta un long moment devant la fenêtre. Elle observa les étoiles naissantes et sentit la présence des ancêtres veiller sur elle. Pour la première fois depuis longtemps, elle se sentit chez elle. La lune haute éclairait faiblement la ferme endormie lorsque des ombres glissèrent silencieusement à travers la haie. Les caprices du baron se traduisaient désormais par une expédition de caprices armés, déterminée à reprendre Havanokomi. Claire, éveillée par un craquement, se redressa et murmura un avertissement. En un instant, Lucie et Marie se joignirent à elle près de la fenêtre de la cuisine. « Papa !» chuchota Claire. Jacques bondit de son lit, saisit une lanterne et rejoignit les filles. Dehors, 2 silhouettes s'approchèrent de la porte de la grange. Sans hésiter, Jacques alluma la vieille alarme improvisée. Une corde reliée à une cloche suspendue retentit, réveillant tous les animaux. Les chèvres bêlèrent, le vieux coq chanta, et les 3 filles coururent aider Havanokomi à barricader la porte de la grange avec des planches branlantes. Les hommes de main, surpris, frappèrent à la porte. « Ouvrez !» ordonna une voix rauque. Havanokomi, debout derrière les planches, serra les poings. Elle s'avança et d'un geste calme, fit signe aux filles de reculer. Puis, la voix claire malgré la tension, elle appela « Paix !» Silence. Les hommes de main hésitèrent, mal à l'aise devant cette étrangère qui refusait le conflit. Jacques profita de l'instant pour parlementer. « Nous sommes une famille. Elle est chez nous. » L'un des hommes, plus jeune, baissa son arme et échangea un regard inquiet avec son chef. À cet instant, Claire, les larmes aux yeux, avança une torche vers le plus âgé. « Ne touchez pas à ma mère. » Sa détermination fit vaciller le cœur des assaillants. Havanokomi, comprenant que le pouvoir ne se trouve pas toujours dans la force, fit un pas supplémentaire. Elle retira son foulard et le déploya devant elle, dévoilant un dessin complexe brodé à la main. Les motifs racontaient l'histoire de sa tribu et témoignaient de sa dignité. Les hommes de main, muets, baissèrent les armes. Le chef, visiblement troublé, s'approcha de la broderie. Il murmura « Qui êtes-vous pour porter un tel symbole ?» Havanokomi répondit en esquissant un sourire triste. « Je suis héritière d'un peuple libre. » Alors il abaissa définitivement son fusil et ordonna à ses hommes de reculer. Jacques et Havanokomi profitèrent de la surprise pour pousser la porte et barrer les planches de l'intérieur. Les filles accoururent pour envelopper Havanokomi de couverture, tremblantes d'adrénaline et de soulagement. Dans le silence retrouvé, Jacques serra Havanokomi dans ses bras. Le matin commençait à poindre, et les premiers rayons de soleil traversaient la grange, révélant la poussière en suspension comme un nuage doré. Les filles, épuisées mais victorieuses, s'endormirent l'une après l'autre contre leur nouvelle mère. Plus tard, lorsque Jacques retourna seul à la porte, il trouva une plume blanche plantée dans le bois, exactement au niveau du cœur. Il la ramassa, la posa dans sa poche, et le regard tourné vers le ciel, promit silencieusement de défendre cette famille coûte que coûte. La nuit baignait la campagne d'un voile argenté, lorsque Jacques se pencha vers Havanokomi, glissant le bras autour de sa taille, pour la guider hors de la grange. Les filles, emmitouflées dans des couvertures épaisses, clignaient des yeux devant la clarté lunaire. Le silence était palpable, interrompu uniquement par le bruissement des feuilles et le clapotis d'une fontaine lointaine. « Vite, suivez-moi » murmura Jacques. Il forma un petit cortège, Claire en tête, portant la lanterne, suivi de Lucie, de Marie et d'Havanokomi. Ils se frayèrent un chemin entre les rangs de blé déjà dorés, craignant que le baron n'ait ordonné une nouvelle attaque. Havanokomi, malgré la douleur dans chaque mouvement, s'appuyait sur Jacques et sur la force tranquille qu'elle puisait dans ses souvenirs de cavalière.
Elle connaissait les sentiers secrets du bois, tracés lors de son voyage forcé depuis le port de Marseille. Bientôt, le murmure d'un ruisseau se fit entendre, telle une promesse d'espoir. En traversant un petit pont de pierre, Claire glissa et faillit tomber. Havanokomi la retint d'un geste maternel, lui offrant un sourire rassurant. Lucie et Marie, impressionnées, reprirent confiance et pressèrent le pas, leur cœur battant au rythme de l'aventure. Soudain, un craquement sur la droite alerta le groupe. Des lanternes folles apparaissaient entre les troncs. Les hommes du baron, redoutables et déterminés. Jacques s'immobilisa et fit signe à tout le monde de se taire. Havanokomi retira son foulard, l'agita comme un drapeau de paix, puis joignit ses mains devant elle. Les soldats, surpris de voir une femme apache seule en plein bois, hésitèrent. Dans ce temps suspendu, Havanokomi prononça d'une voix claire « Paix ». Un souffle parcourut l'équipe adverse. La tension diminua. Saisissant l'occasion, Jacques lança « Nous sommes une famille. Laissez-nous passer ». Le plus jeune des soldats avança, les sourcils froncés. Il reconnut la plume blanche que Jacques avait trouvée, plantée sur la porte de la grange la veille. « C'est le signe de la paix », murmura-t-il à son chef. Après un échange de regards, l'ordre tomba. « Suivez-les ». Ainsi escortée par ceux qui voulèrent l'arrêter, la petite famille traversa la forêt et arriva au bord du ruisseau. Les soldats, fascinés par la dignité d'Havanokomi, leur offrirent un passage sûr en silence. Quand ils regagnèrent enfin les terres cultivées, Jacques les remercia d'un hochement de tête solennel. À l'aube, épuisés mais libérés, ils s'arrêtèrent sur une colline. Les premières lueurs du jour peignaient l'horizon de nuances rosées. Claire, Lucie et Marie se blottirent contre Havanokomi, trouvant dans son étreinte la chaleur et la sécurité d'un foyer authentique. La lumière filtrait à peine à travers l'entrée étroite de la grotte, dessinant des ombres mouvantes sur les parois humides. Jacques guida Havanokomi et ses 3 filles à l'intérieur, leurs pas résonnant sur le sol irrégulier. L'air, frais et humide, portait une senteur de mousse et de racines. L'écho lointain d'un ruisseau souterrain renforçait l'impression de se retrouver hors du temps. Au centre de la caverne, une ouverture naturelle formait un bassin limpide. Havanokomi se baissa pour en puiser de l'eau, la plongeant dans un chaudron improvisé suspendu à un rocher. Claire, Lucie et Marie ramassèrent des branches sèches tombées, les empilant près de l'entrée pour alimenter un petit feu. Jacques, attentif, vérifia que le plancher rocheux restait sec, tout en admirant la capacité de la jeune Apache à transformer ce lieu austère en un abri chaleureux. Lorsque le feu crépita, Havanokomi sortit de son sac en toile un petit tambour et un morceau de cuir brodé. Les filles l'entourèrent, fascinées par l'instrument. Havanokomi posa la paume contre le tambour, le frappa doucement, puis invita Claire à essayer. La vibration profonde emplissait la grotte d'une résonance presque sacrée. Lucie et Marie frappèrent à leur tour, leur sourire élargissant l'espace, comme si leur joie chassait les ténèbres. Après la musique, Havanokomi mélangea des herbes médicinales dans l'eau bouillante pour préparer une décoction cicatrisante. Elle appliqua le mélange sur ses blessures, puis aida Lucie à enduire sa propre coupure superficielle, tout en expliquant par gestes l'importance de la guérison naturelle. Jacques observa, impressionné par son savoir ancestral. Il glissa les filles hors de portée de la vapeur, les protégeant mais leur permettant d'apprendre. Le repas fut frugal. Quelques galettes de seigle et des baies cueillies par Marie plus tôt, partagées autour du bassin éclairé par une bougie posée sur une pierre plate. Les visages, fatigués mais apaisés, se reflétaient dans l'eau immobile. Jacques prit la main d'Havanokomi et, dans un murmure, exprima sa gratitude. « Sans toi, ces enfants, et moi-même, nous n'aurions eu aucun espoir. » Elle répondit par un sourire silencieux, posant sa main sur son cœur. La nuit s'étira. Les filles, bercées par le son de l'eau et la chaleur du feu, s'assoupirent contre Havanokomi. Claire, à demi endormie, murmura « Tu es ma maman maintenant ». Un éclair d'émotion traversa les yeux de la jeune Apache. Elle caressa doucement les cheveux de sa nouvelle fille, scellant le vœu maternel qui la liait à elle. Au petit matin, lorsque la lueur grise du jour se glissa dans la grotte, Jacques persuada Havanokomi de suivre un chemin étroit menant à la surface. Là, la vue d'une clairière inondée de rosée offrit un spectacle de renaissance. Des fougères s'élevaient, des oiseaux s'éveillaient, et le ciel se teintait d'un bleu fragile. La famille improvisée sortit de l'ombre, les cœurs renouvelés,
prêts à retourner à la ferme et à affronter les défis à venir, unis par la force d'un refuge partagé et la promesse d'une nouvelle vie. À leur retour à la ferme, Jacques, Havanokomi et les filles découvrirent une atmosphère nouvelle. Les voisins s'étaient approchés, curieux et bienveillants. Autour de la vieille barrière en bois, on voyait des visages amis, certains portant des paniers de légumes, d'autres offrant du lait frais ou des œufs. Mademoiselle Dubois, la boulangère du village, s'avança la première, un pain encore chaud à la main. « Je vous dois mes excuses », dit-elle en s'inclinant légèrement. « J'ai douté de votre geste, mais j'ai compris votre cœur. Acceptez ce pain pour vous et vos enfants. » Havanokomi répondit par un sourire gracieux et un léger hochement de tête. Les autres fermiers suivirent, apportant tour à tour leurs offrandes. Le pressoir de vin de Monsieur le Roi, une botte de radis d'Antoine, et même des draps propres de la veuve Martin. Les trois filles, éblouies, aidèrent à décharger les présents, riant et dansant autour de leur nouvelle mère. Jacques, ému, prit la parole. « Merci à tous. Votre solidarité nous touche profondément. Cette femme, Havanokomi, a sauvé nos vies. Elle est maintenant des vôtres. » Un murmure d'approbation parcourut l'assemblée. Certains tapaient dans leurs mains, d'autres hochaient simplement la tête, mais tous reconnurent l'importance du geste. Dans l'après-midi, Havanokomi montra aux enfants du village comment tresser des paniers en osier et comment reconnaître les plantes médicinales dans le jardin. Les rires fusèrent quand Lucie déclara qu'elle planterait une fleur pour maman et que Marie peignit des motifs apaches sur des galets qu'elle offrit à ses nouveaux amis. Le baron, prévenu de la situation, arriva enfin sur son palefroid, suivi de son intendant. Devant la scène de partage, il refusa d'intervenir. Havanokomi s'avança et lui présenta un bouquet de fleurs sauvages, cueillies ce matin même. Les pétales multicolores représentaient, selon elle, l'unité de deux mondes. Le baron hésita, puis accepta le bouquet et s'inclina légèrement. « Vous avez conquis le village par votre bonté, » reconnut-il. « Je respecte désormais votre présence. » À la tombée de la nuit, la ferme résonnait de chants et d'histoires contées sous un ciel étoilé. Autour d'un feu de camp improvisé, la communauté improvisée et les anciens habitants partageaient pain, vin et récits. Havanokomi, debout devant la flamme, entonna une mélodie douce qui mêlait la langue de sa tribu et les harmonies françaises. Les voix s'élevèrent en chœur, créant un écho universel de paix et de fraternité. Avant de regagner la maison, Jacques prit Havanokomi par la main et chuchota « Regarde ce que tu as accompli ». Elle posa sa tête contre son épaule, le cœur empli de gratitude. Claire, Lucie et Marie entourèrent leur mère de cœur, formant un cercle d'amour infini. Au lever du jour, un frémissement parcourut la ferme lorsque retentit le martèlement régulier d'un marteau sur l'enclume. Jacques et Havanokomi suivirent le son jusqu'à l'atelier du forgeron, Monsieur Lefebvre, qui façonnait une nouvelle charrue en fer poli. À ses côtés, 3 villageois, autrefois méfiants, participaient à l'ouvrage, martelant le métal et affinant les contours d'une lame redoutable contre la terre argileuse. Monsieur Lefebvre, robuste et à la barbe tressée, leva les yeux et salua Havanokomi d'un ton grave. « Madame, votre courage nous a inspirés. Nous voulons vous aider à défendre cette terre. » Les villageois acquiescèrent, le regard rempli de respect. L'harmonie forgée entre traditions celtes et savoirs apaches s'incarnait dans cet outil destiné à retourner la terre, mais aussi à sceller une solidarité nouvelle. Pendant ce temps, Lucie et Marie distribuaient des seaux d'eau au groupe, tandis que Claire posait des questions techniques. Comment chauffe-t-on le fer pour qu'il soit malléable? Havanokomi répondit en traduisant, expliquant l'importance de la maîtrise du feu chez les Apaches. Les étincelles jaillissaient, fusionnant la forge rurale et la mémoire de son peuple. Au cœur de l'atelier, Jacques présenta le projet de bâtir une palissade renforcée autour des cultures. Il évoqua l'image d'un cercle de croyances apaisantes qu'Havanokomi avait tracé dans la poussière, symbole protecteur. Les villageois comprirent et proposèrent d'utiliser du bois de chêne solide pour ériger des palissades, tandis que les plus jeunes apporteraient des chevilles taillées dans du hêtre. L'après-midi se déroula en un ballet d'outils et de rires partagés. Le chant du marteau rythmait la coopération, sur laquelle s'élevèrent les éclats de voix enthousiastes des filles. Marie inventa un chant, en mêlant quelques mots français et les syllabes chantantes de la langue apache, rapidement repris en chœur par tous. Le son grinçant du fer sur l'enclume se mua en mélodie communautaire. Vers le soir, la palissade, longue de plusieurs mètres,
se dressaient fièrement autour du potager et de la grange. Jacques vérifia chaque planche. Havanokomi planta une petite plume blanche au sommet d'un poteau, et les filles posèrent des amulettes tressées à la base de chaque piquet. Ces talismans, confectionnés à la fois de cuir et de bois local, symbolisaient la fusion des cultures et la protection offerte à la nouvelle famille. Avant de se séparer, le forgeron tendit à Havanokomi un petit fer à cheval gravé. « Pour attirer la chance et bénir votre foyer », dit-il. Elle l'accepta avec émotion, le glissant dans sa ceinture. Sur le chemin du retour, les lampes s'allumèrent dans les maisons voisines, éclairant la palissade de lueurs chaudes, comme un anneau protecteur. Ce soir-là, autour d'un feu de camp, Jacques évoqua l'épreuve prochaine, un duel d'esprit et de ruse qu'ils auraient à mener à la gare, là où se jouait l'avenir de la ferme. Havanokomi hocha la tête, consciente que cette alliance forgée dans le fer et la solidarité serait leur plus grand atout face aux défiances du baron. Les filles, emmitouflées dans des couvertures offertes par la communauté, s'endormirent bercées par le crépitement des flammes et l'espérance nouvelle. L'aube se levait à peine lorsque Jacques, Havanokomi et les filles atteignirent l'ancienne gare désaffectée, située à la lisière de la commune. Le bâtiment, dont les murs de pierre et de bois témoignaient d'une époque révolue, était désormais le théâtre d'un ultime affrontement d'esprit et de ruse entre la famille Delacroix et le baron Armand de Clairvaux. Les rails rouillés s'étiraient devant eux, dessinant une ligne droite vers l'horizon, tandis qu'une vieille locomotive, vestige d'un passé florissant, restait en sommeil dans l'ombre. Le baron, accompagné de son intendant et de quelques villageois hésitants, attendait sur le quai. Son regard précis scrutait Havanokomi avec une curiosité mêlée de respect. Les gardes qu'il avait envoyés précédemment à leur poursuite se tenaient en retrait, silencieux témoins de la scène. Un seul mot avait été prononcé pour convoquer ce duel. Loyauté. Jacques s'avança d'un pas sûr, tenant fermement la main d'Havanokomi. Les filles se placèrent près de lui, formant un rempart de confiance mutuelle. Le baron prit alors la parole, sa voix résonnant contre les murs de la gare. « Monsieur Delacroix, je vous ai accordé du temps pour prouver la valeur de cette famille. Aujourd'hui, je vous propose un défi. Si votre famille parvient à organiser un convoi de récolte sécurisé jusqu'au marché de Montreuil, j'abandonnerai toute velléité de contrôle sur vos terres. En revanche, si vous échouez, vous devrez quitter la région et renoncer à la ferme. » Un murmure agité parcourut l'assemblée. Jacques échangea un regard avec Havanokomi, dont le regard exprima une détermination inébranlable. Sans hésiter, il accepta. « Nous relevons ce défi, monseigneur. » Le baron esquissa un sourire las et ordonna « Préparez votre convoi. Je vous donnerai un départ dans 2 heures. » Pendant que le baron s'éloignait, pensif, Havanokomi tourna son attention vers les filles. « Nous devons planifier chaque détail, » expliqua-t-elle en combinant quelques mots de français et de gestes précis, hérités de sa tribu. Elle traça sur le sol des cercles concentriques à l'aide d'un bâton, symbolisant les relais de vigilance et les endroits où installer les guetteurs. Claire nota chaque position sur une feuille rudimentaire. Lucie étiqueta les sacs de grains en fonction de leur poids, et Marie veilla à ce que les lampes à huile soient chargées pour la route nocturne. Jacques coordonna l'équipement du chariot familial, renforcement des roues, consolidation du timon et fixation de toiles de jute pour protéger les grains de la pluie. Pour chaque intervention, Havanokomi apparaissait comme une chef d'orchestre, alliant l'efficacité d'un commandement militaire à la bienveillance d'une mère. Elle désigna 2 villageois volontaires pour former un cortège d'escorte discret, Monsieur Lefebvre, le forgeron, et le jeune Pierre, dont la réputation de messager rapide était connue de tous. Au bout d'1 heure, le convoi fut prêt. Un chariot tiré par 2 chevaux solides, chargé de 10 sacs de blé, entouré de 2 cavaliers de confiance et précédé par les 3 filles à pied, chargés de guider les guetteurs postés en hauteur. Le soleil était désormais haut dans le ciel lorsque Jacques monta dans le chariot, tandis qu'Havanokomi monta à cheval en avant-poste, les traits concentrés. Le départ fut donné par un coup de sifflet aigu retentissant dans le calme matinal. Le convoi s'élança sur la voie ferrée aménagée, suivant un chemin de halage couvert de gravier. À intervalles réguliers, Claire et Lucie plantèrent des fanions blancs le long du trajet, signifiant la liaison entre les postes de veille et le chariot. Marie, marchant près de son père, agitait un étendard improvisé portant le symbole du cercle protecteur, fusion de la roue et de la plume apache. Lentement,
mais sûrement, ils progressèrent. À mi-parcours, un bruit de sabots et de voix s'éleva derrière eux. C'étaient des bandits opportunistes, attirés par l'idée d'un chargement précieux. Rapidement, Pierre fit signe. 2 cavaliers se détachèrent pour encadrer le chariot, tandis qu'Ava Nokomi s'avança calmement entre les chevaux. D'un geste net, elle posa la main sur la botte du plus grand bandit et prononça le mot « paix ». Un souffle passa entre les hommes. Leur annulation de l'attaque sembla presque chorégraphiée. Le chef des bandits, ému par le courage et la sérénité de cette femme, abaissa son arme. « Nous vous laisserons passer ». Ainsi, le convoi put poursuivre sa route sans encombre. Jacques, soulagé, échangea un regard complice avec Ava Nokomi. Les filles, fières de leur rôle, souriaient malgré la fatigue. 3 heures plus tard, ils arrivèrent au marché de Montreuil, où les sacs de blé furent échangés contre de l'argent et des vivres. Le défi était relevé. Non seulement ils avaient respecté leurs promesses, mais ils avaient également tissé un lien de respect entre différentes communautés. De retour à la gare, le baron Armand les attendait. Lorsqu'il aperçut le convoi intact et les visages déterminés de la petite famille, il inclina la tête. « Vous avez gagné votre place ici », déclara-t-il. « La ferme est à vous, et je retirerai toute ingérence. » Ava Nokomi, les filles à ses côtés, salua le baron d'un geste de la main et prononça doucement « paix », un mot qui, après tant d'épreuves, résonnait désormais comme une promesse tenue et un avenir partagé. Lorsque l'aube pointa à l'horizon, la ferme baigna dans une lumière douce prometteuse de renouveau. Les premières lueurs du jour dévoilèrent le potager que Jacques, Ava Nokomi et les filles avaient planté ensemble. Rangées de carottes émergeant de la terre sombre, laitues vertes frémissant dans la brise matinale et tournesols jumeaux dressant leurs fleurs vers le ciel. Une légère brume flottait encore au-dessus du champ, comme pour saluer la naissance de cette nouvelle vie. Jacques s'approcha de la palissade, y déposa délicatement la plume blanche offerte par les gardes la nuit de la fuite, puis scella chaque piquet d'une poignée de terre sacrée recueillie dans la grotte refuge. Ava Nokomi le rejoignit, vêtu d'une robe sobre tissée de lin, un foulard de lavande toujours noué autour de sa taille. Ensemble, ils répétèrent silencieusement le geste d'unir leurs mains au-dessus des graines, invoquant la paix et la prospérité pour leur foyer. Les filles émergèrent de la maison, leurs visages éclairés par l'enthousiasme. Claire, désormais vêtue d'un tablier brodé au motif de plumes, s'avança pour arroser les jeunes pousses avec une cruche décorée de symboles apaches. Lucie, un panier de radis et de primeurs serrés contre elle, parcourut les allées en distribuant des légumes à chacun, tandis que Marie, brandissant un petit drapeau peint de cercles protecteurs, courait joyeusement entre les rangs, saluant chaque plante comme un ami retrouvé. Ava Nokomi, émue, observa ses filles de cœur s'épanouir dans ce lieu qu'elle avait appris à aimer. Elle se souvenait du jour où Claire, hésitante, avait tendu la main pour tresser un bracelet de feuilles avec elle, de l'instant où Lucie avait ri en peignant une pierre, et de la fois où Marie s'était endormie lovée dans son étreinte. Ces souvenirs, tissés au fil des chapitres, formaient désormais une tapisserie vivante d'amour et de résilience. Jacques approcha et, d'une voix empreinte de tendresse, déclara « Aujourd'hui, nous ne sommes plus seulement Jacques et ses filles. Nous sommes une famille unie par le respect, le courage et la bienveillance. Grâce à toi, Ava Nokomi, nous avons redécouvert la force du pardon et la beauté de la coopération. » Ava Nokomi baissa la tête, le regard brillant. Elle prit la main de Marie, puis celle de Lucie et enfin celle de Claire. Les 4 mains réunies s'élevèrent vers le ciel, formant un accord silencieux. À travers ce geste, elles scellèrent l'adoption maternelle. Ava Nokomi devenait officiellement la nouvelle mère de ces 3 âmes courageuses. Alors que les villageois arrivaient peu à peu pour travailler à leur propre champ, ils furent accueillis par la scène émouvante. Une femme apache, fière et douce, guidant 3 jeunes filles vers un avenir meilleur. Les sourires complices et les regards admiratifs soulignèrent l'union inattendue de 2 cultures, prêtes à prospérer dans la chaleureuse vallée. En fin de matinée, la famille improvisée se réunit autour d'une table dressée sous un vieux chêne. Les plats, préparés à partir des premières récoltes et agrémentés de baies sauvages, évoquaient la diversité de leurs origines. Jacques porta un toast solennel. À notre famille, bâtie sur la confiance et le partage. Qu'elle perdure bien au-delà de nos jours, et que chaque aube nouvelle nous rappelle la promesse de paix que nous nous sommes faite. Les filles levèrent leurs coupes, et Ava Nokomi chuchota «
paix, avant de sourire largement, ses yeux reflétant la promesse tenue. Dans l'ombre des collines, le baron Armand de Clairvaux, invité en signe de réconciliation, applaudit cette union sincère et déclara « Puissiez-vous inspirer tous ceux qui doutent encore de la force de la compassion. » Alors que le soleil culminait, inondant la ferme de sa clarté bienveillante, la nouvelle famille s'embrassa et se projeta vers l'avenir. Les rires de Claire, Lucie et Marie, mêlés aux chants apaisants d'Avanokomie, formèrent une mélodie de renouveau qui résonna dans la vallée. Et partout où la brise soufflait, on entendait à nouveau ce mot si cher à tous, paix. Au cœur des épreuves naît souvent la plus belle des résiliences. C'est en tendant la main à celle que tout le monde rejetait que cette famille a découvert la véritable force de l'empathie et de l'unité. Ainsi, même dans l'adversité, chaque geste de bonté peut semer les graines d'un renouveau durable. Si cette histoire vous a touché, partagez vos impressions en commentaire. Abonnez-vous pour ne manquer aucune nouvelle aventure et activez la cloche pour soutenir notre chaîne.